sommes très honorés d'accueillir Simon Khafif. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes vice-président de Tunis African Business Council, mais vous êtes surtout le président du think tank de cette association, n'est-ce pas? Merci Simon d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je suis content d'être là en tant que membre de TABC et en particulier en tant qu'ami du magazine Web Manager. Merci, cela nous honore. Alors, pour résumer vos fonctions au sein de TABC, on dira que vous êtes l'éclaireur de TABC sur le continent. Vous avez sillonné le continent. Et alors, pour mettre les choses en perspective, le continent, la réalité du continent est-elle comme on l'a décrit? Alors, la réalité est toujours une utopie. L'Afrique existe que parce que nous avons peut-être une façon de la voir. Et la façon qu'on a aujourd'hui de voir l'Afrique mérite d'être reconsidérée. Alors, qui fait le mérite d'être reconsidéré? Justement, cet éclairage, c'est un éclairage par l'information et par les connaissances. On ne connaît pas assez l'Afrique, et l'Afrique est un continent où il y a très peu d'informations disponibles. Donc, il faut produire de l'information pour pouvoir justement produire des connaissances, pour pouvoir mieux connaître et appréhender la réalité, les réalités africaines, parce qu'il n'y a pas qu'une seule Afrique, il y a des Afriques. Vous comprendrez que on présente le continent comme étant la vedette de l'économie de demain. Mais en réalité, si on mesure les chiffres actuels, le PIB du continent fait moins que le PIB d'un pays comme la France. Absolument. C'est une vue des économistes. Donc on dit que l'Afrique est la dernière frontière de la prospérité. Et elle ne devrait pas être la dernière frontière, elle devrait être peut-être la première nouvelle frontière avec un nouveau modèle. L'économie qu'on a développée en Afrique, c'est une économie basée sur d'abord la rente et sur le commerce des matières premières. Donc c'est un continent qui n'est pas industrialisé, qui a développé peut-être des économies très dépendantes des cours des matières premières, et en particulier du pétrole pour un certain nombre de pays. Et ça ne favorise pas forcément la création d'un nouveau modèle d'une économie basée sur les connaissances. Aujourd'hui, l'investissement qui se fait en Afrique doit être en priorité orienté vers justement l'innovation et le renouvellement du modèle pour qu'on soit dans un modèle propre à l'Afrique qui soit en cohérence avec les aspirations des peuples africains. Et les peuples africains que j'ai eu l'occasion de croiser aspirent à un modèle qui est plus proche de la nature, qui est plus proche de l'écologie, qui est plus proche de l'humain. Donc ça, c'est à préserver. Donc on le préserve en faisant la promotion de ce modèle. Les défis que nous avons à affronter sont des défis, encore une fois, de création de notre propre modèle. Bien. C'est bon. Alors, en dehors de la dichotomie économique, il y a aussi une dichotomie mettons, relationnelle, parce qu'il y a une Afrique francophone et une Afrique anglophone. Est-ce qu'il y a une similitude? Non, il y a aussi lusophone. Et en gros, et hispanique. Alors. Mais alors, cette diversité peut-elle arriver à une certaine concertation et déboucher sur une volonté conjointe de faire du chemin ensemble demain? C'est une question de leadership qui doit prendre justement le leadership sur le continent. Bien. Leadership et d'offres. On avait parlé d'une offre pour l'Afrique. Alors, vous avez eu le temps, malgré tout, de développer une vision sur le continent. Et vous avez matérialisé ça dans un livre, dans une étude que vous avez nommée « Route et corridor pour le continent ». Et vous dites s'il faut commencer par commercer avec le continent ou investir, voilà par où il faut passer. Oui.
Alors, peut-être un petit rappel historique. Donc, le continent africain, justement, du fait de la période coloniale, a développé un commerce maritime extraverti. C'est-à-dire, en fait, tout était fait pour approvisionner les autres continents, en particulier l'Europe. Voilà, à travers donc des ports, c'était des ports de sortie, des points de sortie. Oui. D'accord. Et on faisait sortir quoi? De la matière première. Donc beaucoup de matières premières, que ce soit des minerais, du carburant, enfin du pétrole, du bois, etc. D'accord. Des produits agricoles. Oui, c'est sûr. Voilà. Aujourd'hui, le continent doit d'abord créer des corridors à l'intérieur, dans l'Interland, donc à l'intérieur du continent. On doit pouvoir connecter, ou en tout cas connecter les routes et les ports entre eux à l'intérieur du continent et créer une dynamique d'échange qui soit profitable pour les Africains. Alors la dynamique, pour qu'elle soit profitable aux Africains, il ne s'agit pas de se mettre dans un modèle où on exporte 100% de ce qu'on produit et on importe 100% de ce qu'on consomme. Très juste. Voilà. Donc il faut un équilibre. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en moyenne, sur le continent africain, la création de valeur ou de richesse correspond en gros, si on la ramène en dollars, à un peu moins de $2000 en moyenne par habitant. Et l'échange, il est plutôt de l'ordre de 700-750 $ par habitant. Donc en gros, c'est un ratio très faible comparé à d'autres régions, à d'autres espaces. Donc la partie échangée est en gros un tiers de la partie produite. D'accord. Or, donc ça laisse de la marge, donc ça laisse beaucoup de marge. On peut commercer beaucoup plus. Maintenant, si on veut commercer beaucoup plus, il s'agit en même temps de hisser le niveau de production de richesse. Donc il faut avoir des moyennes de PIB par habitant beaucoup plus élevées et augmenter avec ça et faire le levier pour augmenter le commerce. Mais pas faire l'inverse. On n'augmente pas le commerce en gardant le PIB au même stade. Vous avez utilisé l'expression intégration. Vous dites, en faisant du commerce, il faudra aussi aller dans le sens de l'intégration économique. Mais alors, quelles sont les grandes pistes? Vous avez utilisé route et corridor. Pour véhiculer de la marchandise, comment il faut faire? Voilà. Alors pour faire véhiculer la marchandise, il faut d'abord... Je dirais, quelle pourrait être, compte tenu de cela, l'offre de la Tunisie pour le reste du continent et vice-versa? Ok. Alors bon, il y a plusieurs questions en fait dans la question. Plusieurs compartiments. Exactement. D'abord, pour échanger de la marchandise ou des marchandises, il faut produire les marchandises. Oui. Alors qu'est-ce qu'on doit produire en Afrique? Que doit-on produire? En priorité, l'Afrique doit produire les produits dont elle a besoin. Et ça, c'est important. D'abord, visser l'autosuffisance, c'est important. D'ailleurs, la Tunisie s'est distinguée à un moment donné par justement son souci d'être autosuffisante sur un certain nombre de produits. Et ça, c'est important d'avoir ce réflexe-là, l'autosuffisance. Pourquoi l'autosuffisance? C'est pour réduire justement l'empreinte carbone. Parce que si on peut se dire on va acheter tout de l'extérieur, et effectivement, si on a assez de contre-valeurs en marchandises, comme c'est le cas notamment pour les produits énergétiques, et là, on va tomber dans le piège de justement faire de la croissance, mais pas forcément du développement. Donc il faut faire du développement. Et pour faire du développement, il faut une industrie. Et l'industrie peut être une industrie verte, elle peut être une industrie respectueuse de l'environnement, donc une industrie écologique. Et cela... Il faudra obligatoirement s'inscrire dans une démarche de développement durable. Nous sommes en tout cas dans cette quête de ce modèle. C'est une chance et une contrainte à la fois. C'est au-dessus de nos moyens pour le moment. C'est plus qu'une contrainte, c'est un grand défi parce qu'il y a des schémas de pensée qui sont établis. Les schémas de pensée sont établis même au niveau des gens, les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds poussent quelque part au modèle occidental. L'urbanisation galopante est un phénomène très néfaste pour l'Afrique. On devrait faire attention à ce phénomène-là, parce que c'est un phénomène, c'est vrai, qui crée des économies d'échelle. Les villes, c'est des endroits où on peut avoir justement des économies d'échelle, des services publics bon marché, une main-d'œuvre aussi bon marché. Mais tellement on cherche le bon marché qu'in fine, on déshumanise
l'Afrique. René Dumont, qui est agronome connu, avait eu une expression malheureuse concernant le continent. Il a dit « l'Afrique est mal partie ». Et alors, vous parlez d'urbanisation. Le corollaire, c'est l'explosion démographique. Serait-on, encore une fois, mal parti? Le continent sera-t-il, encore une fois, de son propre fait, se met-il dans une optique de retard économique? Alors justement, le complexe du retard est peut-être la chose dont il faut se libérer. Tant qu'on a l'impression d'être en retard et chercher à rattraper le retard, on sera toujours en retard. Voilà, donc il ne faut pas avoir le complexe du retard. Donc à partir de là, il faut chercher un modèle. Voilà, un nouveau modèle, comme je disais tout à l'heure. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je vais répondre aussi à ta question sur la Tunisie. Chercher à positionner la Tunisie en Afrique, c'est aussi donner des exemples de réussite. Et nous en avons quelques-unes dans certains secteurs. Dans une autre étude, j'ai eu l'occasion de considérer l'économie des connaissances sous l'angle santé. L'industrie de la santé, la santé est une industrie elle-même. D'accord. Et l'éducation est une industrie. Juste. Et si on donne comme peut-être impulsion en Afrique des cas de succès qui sont capables d'être dupliqués en Afrique, donc des cas tunisiens, et c'est déjà un peu le cas, eh bien on va pouvoir mettre plus de Tunisiens en Afrique. Et je vais peut-être même donner un autre exemple qui va être, j'espère, une des grandes innovations de la Tunisie en Afrique, c'est la future cité du désert. Donc la cité du désert, c'est un concept. C'est un concept sur lequel travaillent quelques scientifiques et quelques entrepreneurs tunisiens. Donc c'est une ville intégrée dans laquelle il y a une autosuffisance énergétique, donc on n'a pas besoin d'être connecté au réseau, il y a une autosuffisance en eau, il y a une activité économique et une base vie qui permet justement de développer une forme de vie citadine sans être dans l'urbanisation outrancière. C'est bon, au risque de vous heurter, est-ce que... Alors, au mieux, ce serait une utopie. Et au pire, ce ne serait pas une fantaisie de prospectiviste. Parce que vous dites, écoutez, alors, vous faites l'étude sur les routes et les corridors. Vous dites que pour faire du commerce en Afrique, voici les ports par lesquels il faut transiter. Et puis vous révélez que ces ports sont déjà annoncent une emprise sur le continent par la Chine et la Russie. Vous dites que ces deux puissances ont enserré le continent. Ils ont fait les routes transversales pour régenter le commerce. Bon, et à présent, vous dites que si ces canaux-là sont déjà pris, essayons de traverser le désert. Et fleurit l'idée de cité du désert. Absolument. Alors, c'est un concept. La cité du désert est un gros concept. Mais est-elle une utopie d'abord? Toutes les inventions ont commencé par des utopies. Donc on commence par avoir un rêve. C'est l'utopie. Côté poétique de la réalité, est-ce que c'est réalisable? Alors, c'est en tout cas tout à fait faisable et il y a des gens qui travaillent dessus sérieusement. Donc, je suis au moins au courant d'une initiative qui doit se faire d'ailleurs dans le sud tunisien, d'une future cité du désert. Alors moi je l'appelle comme ça parce que je n'ai pas le nom de la future ville, mais en tout cas je l'ai imaginé il y a quelques années dans un cadre d'ailleurs d'un forum, d'un symposium, du congrès du CJD, comme étant justement une des solutions au développement en Afrique. Donc, développer des cités du désert veut dire aussi se réconcilier avec son désert. Alors, je vais m'expliquer peut-être un peu plus là-dessus. En fait, on a en Afrique un grand espace qui s'appelle le Sahara. Oui. Voilà. Donc, le Sahara, le Cobra, qui est... et qui coupe le continent en deux. Il empêche le contact entre les... Alors, il empêche effectivement le contact parce que
Mais dans le passé, il y avait des routes, il y avait des caravanes qui passaient par là. Donc aujourd'hui, se refocaliser sur cet espace-là pour en tout cas le rendre un espace navigable, c'est une manière aussi de mettre une mer de prospérité à l'intérieur du continent. Donc là, le Sahara peut être la mer de prospérité, la mer intérieure continentale de prospérité en Afrique. Écoutez, il y a eu une première tentative au début des années 70 de la part de la STB. Il y a eu une caravane africaine qui était partie avec des marchandises de Tunisie, pas nécessairement calibrées pour le consommateur des autres pays africains, mais tout a été liquidé, tout a été vendu, tout a été réglé. Et aujourd'hui, on sent que le commerce, on cherche à faire du commerce avec le reste du continent, d'abord pour diversifier notre commerce, nos échanges extérieurs, pour ne pas rester prisonnier d'un seul partenaire. Mais dans le même temps, on voit que les échanges plafonnent. Il y a comme un plafond de verre. Vous proposez la cité du désert. Bon, je veux bien vous proposer que la Tunisie devienne caravane sérail, c'est-à-dire relais de diligence pour les échanges marchands, mais ce n'est pas une vision de l'esprit, selon vous. Toujours. Il y a toujours une vision de l'esprit avant de créer une nouvelle réalité. Encore une fois, si on se met dans une logique de compétition avec des pays qui sont beaucoup plus puissants que nous, qui ont une industrie beaucoup plus puissante et des moyens logistiques plus performants, on ne sera jamais compétitif. Alors au lieu de vendre des produits, il faut qu'on vende des villes, mais des villes qui sont différentes. Voilà. Donc la ville du désert, voilà, la cité du désert, c'est une ville à taille humaine, donc c'est comme ça que moi je l'imagine, en tout cas, et qui va répondre justement aux soucis de développement, aux soucis d'urbanisation et aux soucis de croissance démographique. Et si on crée des cités de prospérité à l'intérieur du continent, et qu'à l'intérieur il y a de la technologie, c'est très technologique une cité du désert, hein. Donc il faut imaginer ce qu'on peut mettre comme technologie à l'intérieur. Et là, on pourrait être en fait non seulement des navigateurs en Afrique, mais on va aussi être des constructeurs. Donc c'est une manière de construire l'Afrique. Et l'Afrique a besoin d'être construite. Et on utiliserait toutes les technologies disponibles. Celles qu'on a développées en local en Tunisie, c'est tant mieux, ça sera une bonne chose. Celles qu'on n'a pas pu produire mais qui existent, il faudra aussi pouvoir les mettre à disposition. Donc on peut être aussi des intégrateurs de technologies. D'accord, mais est-ce que cette idée a eu un répondant? Est-ce que ça a été repris par quelqu'un? Est-ce que ça a intéressé des gens? C'est une idée qui commence à prendre son chemin. C'est très récent, c'est une idée qui date de quelques mois. Donc c'est pas une idée ancienne. Est-ce qu'elle pourrait être, je ne sais pas, reprise par des institutions comme CNUSED? Est-ce que l'ONC, je ne sais pas par rapport à ces agences-là. Par contre, lors du sommet... Est-ce que la BAD s'intéresse à... Je ne sais pas si la BAD s'intéresse ou pas, mais par contre, je sais que lors du sommet qui est organisé par FEMOSA, qui est en fait la grande association. FEMOSA, c'est l'association mondiale des zones franches, des zones économiques spéciales, des zones franches. J'ai présenté pour la première fois cette idée-là officiellement en tant que concept, pour remplacer justement tout ce qu'on est en train aujourd'hui de produire. Et il y a une grande tendance aujourd'hui à ces zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales sont des espaces dans lesquels on intègre aussi bien l'aspect industrie, l'aspect logistique et l'aspect commercial. Et donc, développer un nouveau modèle justement pour ces zones économiques spéciales, pour qu'elles soient aussi des cités où il fait bon vivre, où on respecte la nature, justement, on est dans une logique écologique, où le bien-être est érigé comme un objectif fondamental, peut être un bon moyen d'équilibrer justement et d'épouser un peu de la tendance.
Alors, aujourd'hui, il y a une cinquantaine de zones économiques spéciales en Afrique. Il est attendu que ce chiffre-là soit multiplié par 10 dans les 10 prochaines années. Simon, quand vous dites qu'il faudrait que le continent se penche sur la manière d'intégrer le désert dans son processus de développement, c'est une composante intracontinentale. Mais on continuera à faire des échanges avec l'extérieur. Et vous proposez une idée très audacieuse. Vous dites, on peut, dans le cadre de l'offre tunisienne pour le continent, activer les 6 zones franches qu'on pourrait développer en Tunisie. Et on serait, mettons, Commodities Exchange pour le continent. Alors, effectivement, bon, ça c'est pour revenir à la Tunisie. Effectivement, la Tunisie aujourd'hui, elle a le pari de son propre développement. Elle doit réussir son propre développement. Avant d'aller chercher à vendre du développement ailleurs, il faut d'abord qu'on le réussisse chez nous. Et on a un vaste chantier logistique qui s'appuie sur 6 ou 7, maintenant je crois qu'elle c'est devenu 7, 7 grandes zones d'activité logistique, que je propose même de rebaptiser zones économiques spéciales, en fait. Ce sont des zones économiques spéciales dans lesquelles il peut y avoir aussi bien de la logistique que du commerce, que de l'industrie. Que de l'informatique. L'industrie, c'est les services, l'industrie des services, bien entendu. Voilà, donc les en fait, on pourrait avoir dans une zone économique spéciale un espace qui ressemblerait à ce qu'on appelle aujourd'hui les technoparcs. D'accord ? Donc ce sont des technoparcs, donc c'est forcément des espaces où l'industrie et des technologies de l'information sont très développées. Un espace où il pourrait y avoir de l'industrie, je dirais même peut-être même de l'agriculture si on veut. On produirait de l'énergie, on produirait de l'eau, et donc on intégrerait un certain nombre d'activités. Mais vous avez une plus grande ambition pour ces zones-là. Vous dites on peut devenir le centre névralgique, marchand, le centre de négoce pour le continent. Est-ce que c'est une idée qui peut être acceptée d'abord ? Je dis la chose suivante. Je dis, pour s'intégrer dans l'économie mondiale et dans les chaînes de valeur mondiales, il faut qu'on soit nous-mêmes une place de marché. Si on ne crée pas une place de marché, on ne peut pas être justement la destination, voilà, le point de passage de ces flux de commerce. Donc ça, c'est pour remplir un peu justement les zones d'activité logistique, les zones franches. Pour moi, je refusionne tout ça. Je recommande même qu'il y ait une fusion de tous ces concepts-là. Il faut arrêter de dire technoparc, zone économique spéciale, zone franche, zone de l'industrie logistique. C'est exactement la même chose. Mais à l'intérieur, il peut y avoir des zones. À l'intérieur de la zone, il peut y avoir des espaces qui sont sous douane, des espaces qui sont en offshore, des espaces onshore. Ça, c'est pas le souci avec la technologie aujourd'hui. On peut gérer les catégories de flux. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que si on arrive à créer un concept global, voilà, le concept global est le suivant, c'est dire on est capable de construire et d'aménager, de faire fonctionner des zones économiques spéciales et aller les vendre en Afrique, ça peut être un super marché pour la Tunisie à prospérer. Bien, alors c'est une idée neuve, mais vous conviendrez que c'est une idée audacieuse. Pourquoi ne l'avez-vous pas testé au dernier FITA ? FITA tenait sa troisième édition au début du mois. On aurait aimé recevoir l'écho des partenaires africains pour voir si l'idée serait réaliste et réalisable. Alors, comme toute idée neuve, il lui faut du chemin. Mais elle a été présentée, donc il y a eu une convergence, en tout cas, sur la nécessité aujourd'hui d'avoir ce genre d'espace. Donc aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'avoir des zones économiques spéciales pour pouvoir développer justement et accélérer. En fait, ce sont des accélérateurs économiques. Je comprends. Vous voulez imprimer un élan autonome au développement du continent. Cependant, c'est bon, les conclusions de votre étude sur les corridors et les passages en Afrique vous ont instruit d'une idée. C'est que la Chine veut mettre la main sur le continent. Récemment, l'Amérique a développé une initiative Prosper Africa. Le continent est intéressé, l'Amérique est intéressée, et il reste l'Europe aussi. Et comment on peut composer avec cela ? Il est difficile de les écarter parce qu'ils sont déjà là. Comment est-ce qu'on pourrait
échapper à l'emprise de ces gens-là sans les écarter, tout en les associant pour les composantes nobles, prendre chez eux ce que nous n'avons pas encore, tel que la technologie. Alors évidemment, si maintenant on prend le cas de la Chine, la route de la soie est une aubaine, est une opportunité pour l'Afrique. Même si les Chinois, dans leur stratégie commerciale, ils cherchent des voies justement de passage entre les océans, hein, donc c'est pour se libérer aussi des barrières qu'ils peuvent rencontrer éventuellement sur leur route. Donc créer 6 grands corridors, hein, parce que le Belt and Road Initiative, donc l'initiative One Road, One Belt, qui est donc une ceinture et une route, c'est en fait comporte plusieurs ceintures et plusieurs routes, et ce sont des chantiers d'investissement qui ne peuvent avoir qu'un bénéfice collatéral pour la Chine et pour les pays qui sont traversés par ces routes-là. Et l'Afrique est en train de se positionner en tant que justement une destination de ces investissements, et ce sont des investissements que pas mal de pays africains ne peuvent pas faire tout seuls. Voilà. Mais ce ne sont pas des investissements neutres. Il y aurait tout de même derrière ça une vision hégémonique de la part de je ne pense la pas Chine. Que la Chine je ne pense pas que la Chine soit dans une logique hégémonique. La preuve, c'est que les chantiers qu'elle fait, bon, même si bien sûr elle cherche à rentabiliser ses investissements, la Chine elle a un excédent en capitaux qu'il est en train de déployer à l'extérieur de ses frontières, ce qui est nouveau pour la Chine. La Chine n'est pas un pays qui cherche à conquérir. Par contre, la Chine peut être un bon partenaire si on sait comment traiter avec justement ce pays-là. Alors un bon partenaire, on a vu la Chine venir courtiser les pays africains, dont la Tunisie, pour accepter la convertibilité du yuan, de sa monnaie. Alors, est-elle, comme partenaire financier, je mettrai moi-même un petit point d'interrogation, et comme partenaire technologique, on ne sait pas si c'est le bon. Alors, partenaire technologique, je pense qu'il faut relativiser. La Chine est devenue le premier pays producteur de brevets dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il dispose de la meilleure technologie, justement. C'est là où il faut être vigilant, et la technologie est un choix structurant dans un pays. Donc, si on achète de la technologie, il faut savoir ce qu'on achète comme technologie. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la Chine comme un pays compétiteur des autres partenaires. Parce qu'avant, il y avait qui agissait en Afrique, essentiellement les Européens, et on a vu ce que les Européens ont fait en Afrique. Il n'y avait pas forcément le souci du développement, hein, il y avait de l'exploitation de l'Afrique. Même aujourd'hui, certains pays sont en train de changer aussi de posture, et l'Europe cherche à se positionner différemment, même si elle n'a pas réellement une vraie politique cohérente sur l'Afrique. La Russie est arrivée en Afrique aussi avec l'intention d'exploiter l'Afrique. Je rajouterais la Turquie aussi, qui nourrit aussi une ambition. Tout le monde a cherché à exploiter l'Afrique, parce que l'Afrique se présentait comme une terre à exploiter. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de sortir de ce schéma d'être une terre à exploiter. L'Afrique, nous ne sommes pas un continent à exploiter, nous sommes un continent à produire de la richesse. Et d'abord, la richesse doit s'adresser aux populations africaines, en priorité. Et c'est ça le changement de paradigme. Nous cherchons à développer l'Afrique d'abord et avant tout par les Africains, pour les Africains. Et s'il y a la possibilité de prendre des partenaires, ça peut être des Européens, ça peut être les Américains, ça peut être les Russes, ça peut être les Turcs, ça peut être les Chinois, c'est tant mieux. Mais il faut savoir le faire d'une manière intelligente et cohérente globalement. Deux questions pour clôturer. Il y a beaucoup de blocs en Afrique. Et comment arriver à une position conjointe pour le continent? C'est possible de réunir tous les Africains. Est-ce que TABC peut avoir une ambition continentale et devenir la plateforme prospective pour le continent, pour imposer, pour faire valider un schéma comme celui que vous préconisez? Alors, justement, ça fait partie des sujets qui ont été traités dans un des panels lors du FITA, donc le
Financing Investment and Trade in Africa, donc l'événement phare de TABC, l'événement annuel de notre conseil d'affaires. La logique de bloc a montré ses limites. Aujourd'hui, si on regarde en Afrique en tout cas, les blocs n'ont pas réellement produit l'effet attendu ou escompté. Au contraire, ça a créé peut-être des zones compartimentées et il n'y a jamais eu de toute façon de symétrie dans le progrès, hein, si on réfléchit en termes de progrès économique et humain. Maintenant, si on doit se focaliser sur le rôle des blocs, il faudrait qu'on considère justement toutes les initiatives qui sont en train d'être faites comme la ZLECA, donc la zone de libre-échange continentale, qui est une manière d'intégrer tous les blocs dans un seul bloc. Voilà. Et ça, c'est un chantier beaucoup plus ambitieux, qui va mettre beaucoup de temps et dans lequel un conseil d'affaires comme TABC a un rôle à jouer justement pour non seulement promouvoir le concept, mais on peut aller au-delà, c'est opérationnaliser, ou en tout cas donner des indications comment opérationnaliser une zone de libre-échange continentale. Et pour vraiment conclure, on ne peut pas réussir le libre-échange si on n'a rien à échanger. Et il faudrait qu'on ait des choses à échanger. Donc il faut aussi faire du développement de choses produites localement, donc forcément une industrie qui permet d'avoir les fondamentaux nécessaires à la réussite du libre-échange. En conclusion de tout cela, est-ce qu'il y a moyen, au concret, de booster aujourd'hui les échanges de la Tunisie avec le reste du continent? Parce que les leviers sont réduits, sont peu dotés. Et on voit par exemple qu'il n'existe que 9 pays qui disposent d'assurance de crédit à l'export. Ça limite les échanges. Et il est très difficile de faire valider les idées telles que les petites stratégies, ne serait-ce que entre pays voisins, d'industrialisation, de transformation productive. Comment voyez-vous aujourd'hui les possibilités de faire mieux, plus et mieux? Il faut rompre avec cette idée de vendre notre excédent aux Africains, voilà, aux autres, qu'ils soient africains ou non africains. Si on continue à vendre notre excédent, eh ben, on n'a pas beaucoup d'excédents à vendre. On n'aura jamais beaucoup d'excédents à vendre et ça ne compensera pas donc, le besoin, en tout cas, de développement que nous avons pour notre pays. Donc la Tunisie, si elle veut rentrer dans une nouvelle logique, il faut qu'elle devienne une place de marché mondiale. Pour les commodités agricoles, par exemple, et c'est une bonne possibilité tout à fait valable aujourd'hui. Si on décide d'être comme Dubaï, ils ont créé une bourse pour le thé, hein, qui n'est pas produit dans les Émirats Arabes Unis, qui n'est pas produit dans le Golfe, il est produit en Asie du Sud-Est. Donc, tout le thé du Sud-Est, il est coté et vendu à Dubaï. Donc, parce qu'ils ont créé une place de marché mondiale pour le thé. Et donc nous, on peut faire des places de marché pour l'huile d'olive, on peut faire une place de marché pour les dattes, on peut faire une place de marché pour la pomme de terre, pour le cacao, pour le café. Donc, mais ça, il faut non seulement l'infrastructure commerciale, juridique, donc et financière, parce que c'est de l'infrastructure, mais aussi les corridors qui doivent desservir justement et irriguer cette place de marché. En un mot, pour faire court, est-ce que le continent a les moyens de ses ambitions? Absolument. Le continent africain est un continent très riche. Il suffit de mettre les bonnes ambitions et les bonnes équipes pour faire justement fructifier cette richesse. Vous dites que cette impulsion pourrait venir de Tunisie? La Tunisie a un rôle à jouer, c'est sûr, la Tunisie peut jouer un rôle important en Afrique. Un rôle leader? En tant que leader et en tant que certainement pivot, un pays pivot pour l'Afrique. Bien, merci beaucoup.